En automne 1714, 42 colons installés le long de la côte de Caroline disparurent, sans laisser de traces. Pas d'attaque indienne, pas de rançon demandée, pas de navire brûlé. Simplement envolés. Les registres coloniaux de Charlestown, l'actuel Charleston, parlent d'un mystère d'une nature si dérangeante qu'il ne saurait être rendu public. Pendant plus de 3 siècles, l'affaire fut enterrée sous les couches de silence officiel. Pourtant, les témoignages qui nous sont parvenus concordent tous sur un détail glaçant. L'homme qui les emmena n'était pas un pirate ordinaire. Un capitaine différent des autres. On l'appelait Ézéchiel Thorne. Un nom banal, presque terne. Mais ceux qui croisèrent son regard affirmèrent qu'il n'avait rien d'un bandit ivre de rhum et de pillage. Au lieu de chercher l'or ou l'argenterie, il procédait à un étrange rituel de sélection. Comme un médecin, examinant ses patients, il regardait les dents, écoutait la respiration, palpait les muscles. Il notait tout, dans un carnet de cuir noir, avec le sérieux d'un savant. Et c'est là que commence l'inquiétude. Thorne n'était pas seulement capitaine, il avait été chirurgien de la marine royale britannique. Ses supérieurs l'avaient loué comme un prodige, un homme capable de sauver des vies condamnées sur le champ de bataille. Comment un guérisseur avait-il pu se transformer en prédateur? Le décor, une colonie fragile. En 1714, la Caroline n'était qu'un avant-poste fragile du monde anglais. À peine 3000 habitants vivaient derrière les palissades de Charlestown, dernière enclave fortifiée avant l'immensité sauvage. Plus loin, le territoire n'était qu'une mosaïque de plantations de riz, de scieries, de campements de pêcheurs et de petites fermes. Chaque famille survivait entre fièvre, marées infestées de moustiques et attaques sporadiques des Espagnols venus de Floride. Dans ce contexte, un pirate n'était pas rare, mais un pirate comme Thorne, ça, personne n'y était préparé. La première attaque. Le 15 octobre 1714, Willowbrook Plantation s'éveillait dans le brouillard matinal. Les témoins racontent que les hommes de Thorne surgirent sans tirer un seul coup de feu. Pas de hurlements, pas de flammes, seulement le silence. L'intendant, Jonathan Cray, caché dans un grenier, vit son maître Samuel Hawthorne et plusieurs serviteurs alignés comme pour une inspection. Le capitaine passa d'un individu à l'autre, posant ses questions avec une politesse glaciale. Des antécédents de fièvre? Montrez-moi vos dents. Marchez droit, je vous prie. Les vieillards furent relâchés, les enfants aussi. Mais 8 adultes en parfaite santé furent choisis. Parmi eux, Mary Caldwell, jeune servante irlandaise qui se mit à pleurer. Thorne nota froidement. Système nerveux réactif, sujet valable. Avant de quitter la plantation, il déclara ces mots que Cray n'oubliera jamais. Ces individus contribueront à une entreprise qui profitera à toute l'humanité. Ne tentez pas de les suivre. 2 heures plus tard, ils avaient disparu dans la brume. Un mode opératoire incompréhensible. 3 jours après, un village de pêcheurs subit le même sort. Pas de pillage, pas de mort. Seulement 6 disparus, soigneusement sélectionnés. Puis encore ailleurs, un camp de bûcherons, un comptoir de commerce, une auberge sur une route secondaire. Toujours la même méthode, toujours les mêmes critères. La terreur gagna la colonie. Les parents couvraient de suie les visages de leurs enfants pour les faire paraître malades. Certains se blessaient volontairement pour ne pas être jugés aptes. Les colons avaient survécu à des guerres et à des famines, mais rien ne les avait préparés à cette chasse méthodique. Un chirurgien obsédé. Mais qui était donc ce Thorne? Les archives de Portsmouth révèlent un jeune médecin brillant, promu chirurgien en 4 ans seulement, un record. Ses supérieurs notaient pourtant déjà une fascination troublante pour la souffrance. On raconte qu'il dessinait les plaies des mourants, notant leurs derniers mots comme s'il collectait des données scientifiques. Un officier écrivit « Il étudie la peine comme d'autres étudient une carte ». La Caroline fut son terrain d'expérimentation. Un chiffre, une promesse. Le 28 novembre, lors de sa dernière apparition connue sur la côte, Thorne prononça une phrase devant une tavernière enceinte qu'il choisit, puis relâcha.
Les 42 âmes que j'ai rassemblées permettront de percer les secrets de la vie elle-même. Leur sacrifice bénéficiera à toute l'humanité. 42. C'est le nombre exact de disparus recensés dans les registres coloniaux. Aucun ne revint. Le début d'un cauchemar. Face à l'ampleur de la panique, le gouverneur Craven mobilisa tous les navires disponibles, frégates royales, chaloupes marchandes armées à la hâte, même des corsaires repentis. On fouilla les îles, les criques, les forêts côtières, et bientôt on fit une découverte qui glaça le sang des enquêteurs. Un camp abandonné où se trouvaient des tables tachées de sang, des instruments médicaux inconnus et des notes écrites en latin. Il ne s'agissait plus de piraterie, c'était autre chose. Et ce n'est que le début, car ce que les colons trouvèrent sur ces îles allait révéler une vérité bien plus monstrueuse que la disparition de 42 personnes. Une vérité qui remettrait en cause les frontières entre médecine, science et folie. Partie 2. Les îles du silence. L'annonce des disparitions provoqua une onde de choc dans toute la colonie. Jamais, depuis la fondation de Charlestown, les colons n'avaient connu une telle panique. Les attaques indiennes, les raids espagnols, les fièvres tropicales, tout cela paraissait presque rassurant en comparaison. Ici, l'ennemi restait invisible, méthodique, et semblait ne vouloir qu'une seule chose, des corps humains. La plus vaste chasse de l'histoire coloniale. Sous la pression des familles endeuillées, le gouverneur Charles Craven organisa une expédition sans précédent. 3 navires de Sa Majesté furent mobilisés. Le HMS Squirrel, frégate légère, le HMS Garland, un sloop de patrouille, et un vieux marchand armé à la hâte, le Carolina Merchant. À eux s'ajoutait une flottille disparate de pêcheurs et de corsaires à demi repentis, attirés par la récompense promise. L'objectif était clair, retrouver les 42 disparus, ou au moins comprendre ce qui s'était réellement passé. Premiers indices sur l'île Kiowa. Dès les premiers jours, les chercheurs tombèrent sur un campement abandonné sur l'île Kiowa. On y découvrit des foyers parfaitement organisés, des latrines creusées avec soin, mais surtout une série de tables de fortune tachées de sang séché. Le lieutenant Harrington, qui dirigeait l'enquête, nota dans son rapport: les traces observées ne ressemblent pas à celles d'un massacre. Tout est trop ordonné, trop chirurgical. Parmi les débris se trouvaient des scies à housse à lame courbe, des pinces de tailles différentes et de petits flacons de verre contenant une poudre inconnue. Un chirurgien militaire, appelé sur place, admit n'avoir jamais vu de tels instruments. Les îles fantômes. Les jours suivants, d'autres camps furent découverts, sur John's Island, sur Folly Island et jusque sur de minuscules bancs de sable que les marins évitaient d'ordinaire. Partout le même schéma. Lits improvisés alignés en rang parfait, foyer centralisé, bancs disposés comme pour un cours magistral. Et toujours des tables maculées. On commençait à comprendre, Thorne n'était pas en fuite, il expérimentait. Les carnets du médecin. Le 20 décembre 1714, un événement marqua un tournant. Sur l'île de Gull's Rest, au nord de la baie de Santay, les colons découvrirent un con plus vaste que tous les autres. Sous une tente grossière, des planches entaillées révélaient des marques nettes de scie, et enterré sous des planches, un lot de carnets écrits en latin. Un médecin écossais, Alexander Whiteside, fut convoqué pour les traduire. Ce qu'il lut le glaça. Description précise du système sanguin, plus détaillée que tout ce qu'il avait appris à Édimbourg. Observation sur les réflexes, la tolérance à la douleur, la réaction du corps au froid ou à la faim. Croquis anatomique d'une exactitude effrayante. Whiteside conclut: celui qui a écrit ces notes possède le savoir d'un maître, mais il a renoncé à toute morale. Une panique incontrôlable. La nouvelle se répandit malgré les tentatives de censure. Les familles parlaient de laboratoires flottants, de sacrifices humains. Certains affirmaient avoir vu, la nuit, des lueurs étranges sur des îlots déserts. Pas de simples feux de camp, mais des alignements réguliers, comme si l'on procédait à des expériences. La peur devint hystérie. Les colons barricadaient leurs portes, interdisaient à leurs enfants de sortir. Plus personne n'osait voyager seul le long des côtes. Le nom de Thorne se transforma en malédiction. Et pourtant, les autorités décidèrent d'étouffer l'affaire. Les registres furent classés secrets, les familles informaient que leurs proches étaient probablement morts en mer.
Officiellement, rien ne devait filtrer, trop dangereux pour l'ordre public, trop humiliant pour le gouvernement colonial, incapable de protéger ses habitants. Mais le silence ne fit qu'amplifier les rumeurs. Et bientôt, une histoire venue d'ailleurs allait relancer la terreur. Une rencontre au large de la Floride. Au printemps 1715, un navire espagnol, la Santa Catalina, accosta à Charlestown en piteux état. Son capitaine Diego Velasquez jura avoir rencontré un pirate qui ne ressemblait à aucun autre. L'homme se présenta sous pavillon de trêve, demanda à monter à bord, non pour piller, mais pour examiner les marins malades de fièvre jaune. Velasquez décrivit un homme d'environ 40 ans, vêtu comme un officier mais sans insigne, tenant un carnet de cuir et notant chaque détail médical. Le portrait correspondait trait pour trait à celui qu'on donnait de Thorne. Ce témoignage allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur le destin des 42 disparus. Partie 3. Le médecin des mers. Au printemps 1715, Charlton reçut la visite d'un témoin inattendu. La Santa Catalina, un navire marchand espagnol, entra dans le port, ses voiles déchirées et sa coque meurtrie. Son capitaine, Diego Velasquez, demanda audience immédiate auprès des autorités coloniales. Ce qu'il avait vu, affirma-t-il, défiait 30 ans de navigation dans les Caraïbes, un abordage sans combat. « Ils nous ont interceptés près des côtes de Floride, » raconta-t-il, « mais aucun coup de canon, aucun cré. Leur capitaine demanda à venir à bord sous pavillon de trêve. » Les autorités s'attendaient à entendre parler d'un pillage classique, mais la suite laissa l'assemblée interdite. L'homme qui monta à bord ne réclama ni or, ni cargaison, ni prisonniers. Il demanda simplement à examiner les marins atteints de la fièvre jaune. Velasquez décrivit un individu vêtu d'un manteau bleu foncé, d'allure distinguée, parlant un anglais soigné, matiné de latin. Il notait tout dans un carnet de cuir noir, observait chaque malade avec une concentration glaciale. Ses yeux, précisa le capitaine espagnol, brillaient d'une intelligence presque inhumaine. Des remèdes impossibles. Les marins espagnols, déjà résignés à mourir, reçurent des potions et des interventions que personne n'avait jamais vues. En quelques jours, certains, donnés pour perdus, retrouvèrent des forces. Velasquez lui-même dut admettre que cet homme, qu'il n'osa nommer que plus tard, possédait un savoir médical en avance d'un siècle. Mais ce qui frappa le plus l'équipage, ce fut l'attitude des assistants qui l'accompagnaient. Des visages familiers. Parmi eux, un jeune homme s'approcha discrètement du capitaine espagnol. Dans un espagnol hésitant, il se présenta. « Je m'appelle Thomas Péton. Je suis fils d'un charpentier de Caroline. On m'a enlevé l'année dernière. » Velasquez en resta pétrifié. Les autorités coloniales savaient que Thomas Péton faisait partie des disparus de Willowbrook Plantation. Et pourtant, là, sur le pont de la Santa Catalina, il parlait avec calme, presque avec ferveur. « Nous ne sommes plus prisonniers, » expliqua-t-il. « Nous participons à une œuvre plus grande que nous. Le capitaine Thorne cherche à sauver l'humanité de ses propres maladies. Nous avons vu des miracles. » Des captifs devenus disciples. Comment des colons, arrachés à leur famille, pouvaient-ils parler ainsi? Était-ce une manipulation, un lavage de cerveau, ou bien avaient-ils réellement été séduits par les promesses de guérison et de savoir? Velasquez jura devant les juges de Charlton que ces hommes n'avaient pas l'air terrorisés, mais convaincus. L'un dessinait les symptômes dans un carnet avec la précision d'anatomiste. Un autre préparait les potions avec une discipline quasi monastique. Tous semblaient dévoués au capitaine, comme des étudiants devant leur maître. Un navire-hôpital. À travers les sabords du mystérieux bâtiment, les Espagnols aperçurent des rangées de couchettes impeccablement alignées, des tables couvertes d'instruments chirurgicaux et même des rayonnements de livres reliés. Ce navire ne ressemblait en rien à un repaire de pirates. C'était un hôpital flottant. Velasquez rapporta « J'ai vu un homme qui était paralysé marcher de nouveau. J'ai vu un enfant aveugle reconnaître la lumière, mais j'ai aussi vu dans leurs yeux une peur contenue, comme si ces miracles avaient un prix que je n'osais imaginer. » Le prix du savoir. Avant de quitter la Santa Catalina, le capitaine anglais remit aux Espagnols un coffret de fioles.
pour prévenir vos fièvres, dit-il. Et de fait, aucun marin ne fut de nouveau touché par la maladie pendant le reste du voyage. Mais Velasquez n'en fut pas rassuré, car en offrant la guérison, Thorne démontrait qu'il possédait quelque chose de plus puissant que l'or ou les armes, la science. Le doute. Quand Velasquez eut terminé son récit à Charlton, la salle resta muette. Fallait-il croire qu'une partie des disparus vivait encore, volontaire, sous la coupe d'un chirurgien devenu démurge? Ou bien fallait-il admettre que leur esprit avait été brisé, remplacé par une obéissance fabriquée? Quoi qu'il en soit, une certitude s'imposait. Thorne n'avait pas disparu, il avait évolué, et son projet dépassait désormais les rivages de la Caroline. Partie 4. Les lettres de Jamaïque. À la fin de 1715, un médecin écossais installé à Kingston, en Jamaïque, commença à écrire des lettres à un collègue d'Édimbourg. Son nom, James Pettulton. Ces mots, un mélange de rigueur scientifique et d'horreur contenue. Des patients impossibles. Cette semaine, écrivait-il en décembre 1715, j'ai traité 3 individus qui prétendaient s'être échappés d'un navire pirate. Leurs histoires sont incroyables, mais leurs corps portent des preuves qu'aucune imagination ne saurait inventer. Ces hommes présentaient des cicatrices chirurgicales parfaites, réalisées dans des conditions qui auraient dû les tuer. L'un d'eux, souffrant d'un bras paralysé depuis l'enfance, pouvait désormais bouger ses doigts avec agilité. Un autre, qui avait toussé du sang depuis des années, affirmait être guéri de sa consommation. Pettulton nota, incrédule, « Ce que j'ai vu dépasse tout ce que j'ai appris dans nos académies. Ces opérations auraient dû être fatales. Pourtant non seulement ils survivent, mais ils semblent améliorés. Un navire transformé en hôpital. » Selon les récits de ces fuyeurs, le bâtiment de Thorne, que certains appelaient déjà l'anatomiste, avait été entièrement réaménagé. Sur plusieurs ponts s'étendaient des salles d'opération éclairées et ventilées, des rangées de couchettes destinées à la convalescence, des laboratoires où l'on préparait poudre et décoctions. Tout cela sur un navire pirate. Il s'agit d'un hôpital flottant, résumait Pettulton, mieux équipé que bien des établissements de Londres. La carotte et le bâton. Mais les témoignages révélaient aussi l'autre face de ce système. Les captifs qui acceptaient de coopérer recevaient des soins miraculeux. On leur rendait la vue, on réparait des os mal consolidés, on soignait des maladies incurables. En revanche, ceux qui refusaient étaient corrigés d'une manière atrocement précise. Pettulton décrivit une jeune femme dont les cordes vocales avaient été sectionnées avec une précision chirurgicale. Elle respire, elle vit, mais sa voix n'est plus qu'un murmure. C'était une punition pour avoir tenté de s'enfuir. Une population élargie. Ce qui glaça le médecin fut l'ampleur du programme. Les 42 colons de Caroline n'étaient que le début. À bord, il y avait désormais plus d'une centaine de sujets. Des Espagnols, utilisés pour étudier les fièvres tropicales, des Français, blessés de guerre, transformés en cobayes pour tester de nouvelles chirurgies, des Africains, achetés au négrilé, employés dans des expériences d'endurance et de résistance à la douleur. Chaque groupe servait un objectif précis. Chaque corps devenait une pièce d'un puzzle scientifique. Les dilemmes d'un médecin. Dans ses lettres, Pettulton oscillait entre fascination et dégoût. Je ne puis nier que ces techniques sauveraient des milliers de vies si elles étaient connues. Des paralysés remarcheraient, des malades incurables guériraient. Mais à quel prix? Car pour chaque succès, combien d'êtres sacrifiés? Ces mots, destinés à un collègue lointain, trahissent leur propre tentation. Thorne offrait la promesse d'un savoir interdit. Comment un médecin, formé pour soigner, pouvait-il résister à l'appel de tels miracles? Une ombre grandissante. Les rumeurs s'étendaient dans les ports, à Nassau, à Port-au-Prince, jusqu'à la Havane. Des marins juraient avoir aperçu un navire battant pavillon anglais, transformé en clinique ambulante. Certains rapportaient avoir échangé vivres contre médicaments d'une efficacité stupéfiante. Peu à peu, l'hôpital pirate devenait une légende qui effrayait autant qu'elle fascinait. Le choix à venir. Dans une lettre de février 1716, Pettulton avoua avoir reçu une visite inattendue. Un homme élégant est venu à mon cabinet. Il m'a proposé de rejoindre leur entreprise. Ils veulent des médecins compétents. Ils promettent un savoir qui bouleversera la médecine mondiale.
Le médecin écossais se retrouva face à une question terrible. Devait-il refuser au nom de la morale ou accepter au nom du progrès? Partie 5. Le serment brisé. Les lettres de James Pitton, retrouvées bien plus tard dans une bibliothèque d'Édimbourg, offrent un témoignage unique. Elles révèlent le moment précis où un médecin honnête bascula dans l'ombre, attiré par un savoir interdit. L'invitation. En février 1716, Pitton reçut la visite d'un homme raffiné, vêtu comme un notable londonien. Il se présenta simplement comme un représentant du capitaine. Il offrit au médecin écossais une chance d'entrer dans l'histoire. « Ce que vous pratiquez ici en Jamaïque, dit-il, n'est qu'une médecine primitive. Nous avons franchi les limites. Nous réparons les nerfs brisés, nous greffons des organes, nous redonnons la vue aux aveugles. Venez, docteur, et vous verrez. » Des preuves irréfutables. Pour appuyer ces mots, l'émissaire lui amena 2 individus. Le premier, un homme né aveugle, qui pouvait désormais suivre du regard la flamme d'une bougie. Pitton examina ses yeux. Les cicatrices témoignaient d'une intervention inimaginable, une reconstruction de la cornée et du cristallin. Le second, un ancien soldat paralysé des jambes, se leva et marcha. Ses cicatrices dorsales prouvaient qu'on avait opéré sa colonne vertébrale. « Ce que j'ai vu ce soir-là, écrivit Pitton, m'a fait trembler. J'étais médecin, formé à respecter la vie, et voilà qu'on me montrait des miracles interdits. » Le dilemme. Dans une lettre adressée à son collègue d'Édimbourg, Pitton confessa « Je suis déchiré. Mon serment m'ordonne de ne jamais nuire, mais comment refuser des connaissances capables de sauver des milliers d'âmes? Ne suis-je pas coupable si je laisse mourir des malades que ces techniques auraient pu sauver ?» La tentation devenait insupportable. Les projets de Thorne. L'émissaire remit aussi des notes codées en latin. Pitton parvint à en déchiffrer une partie. Il y était question de transplantation d'organes entiers, réparation de lésions cérébrales, traitement destiné à allonger l'espérance de vie bien au-delà des limites naturelles. Le capitaine, précisait la note, a franchi les dernières frontières. Bientôt, il vaincra la mort elle-même. Pitton resta glacé, car là n'était plus seulement la médecine, c'était l'immortalité qu'on lui proposait. Le basculement. Le 10 mars 1716, Pitton écrivit sa dernière lettre connue. « Ils m'ont montré un enfant né aveugle qui voit désormais le jour. Ils m'ont présenté des instruments dont je n'avais jamais osé rêver. Je sais que leurs méthodes sont monstrueuses, mais je crains de céder. Si j'accepte, je trahis mon âme. Si je refuse, je condamne l'humanité à ignorer ses prodiges. » Après cette lettre, plus aucune trace officielle de James Pitton. Ses comptes bancaires restèrent intacts, son cabinet abandonné du jour au lendemain. Un silence inquiétant. Que s'était-il passé? Avait-il rejoint Thorne volontairement? Avait-il été enlevé? Ou avait-il lui-même subi des expérimentations? Ce qui est sûr, c'est que son nom réapparaîtra 2 ans plus tard dans une confession mortelle recueillie par un moine cubain. Le rêve de l'immortalité. Les indices convergent. Au printemps 1717, Thorne ne se contentait plus de soigner ou d'améliorer. Son obsession devint claire. Transférer son savoir, ses souvenirs, son être dans un autre corps. Il ne cherchait plus à sauver des vies, il cherchait à s'arracher à la mort. Partie 6. La confession du moine. En 1718, dans un monastère isolé de Cuba, un moine du nom de Miguel Santos reçut un patient étrange. Un homme brisé, couvert de cicatrices, délirant en anglais et en latin. Les frères l'appelèrent simplement El Cirujano Ingles, le chirurgien anglais. Pendant 3 ans, ils soignèrent son corps et son esprit. Et, à la veille de sa mort, il dicta une confession qui allait enfin révéler le sort du capitaine Ézéchiel Thorne et des 42 colons disparus. La vérité derrière le masque. Cet homme n'était autre que James Pitton, le médecin écossais disparu à Kingston. Il avoua avoir rejoint Thorne en 1716, fasciné par ses découvertes. Mais il décrivit aussi l'horreur. Des salles entières dédiées à tester la faim, le froid, la douleur, des enfants soumis à des substances qui accéléraient leur croissance, des hommes transformés en monstres de force ou de perception, mais incapables de vivre normalement. « Nous avions cessé d'être des médecins, avoua-t-il. Nous étions devenus des bourreaux au nom de la science. » Le dernier rêve de Thorne.
Au début de 1717, Thorne annonça à ses disciples qu'il avait atteint les limites de la chirurgie. Pour aller plus loin, il lui fallait vaincre la mort elle-même. Son projet, transférer son savoir, ses souvenirs, son esprit dans un corps plus jeune. Un cobaye choisi parmi les captifs devait devenir son nouvel hôte. Pendant des mois, l'équipage prépara l'opération. Instruments perfectionnés, fioles mystérieuses, incantations pseudo-scientifiques. La nuit choisie, le navire fut transformé en théâtre d'un rituel médical sans précédent, l'échec. Le matin, les disciples découvrirent 2 corps sur la table, Thorne et son héritier, partiellement fusionnés, ni morts ni vivants. Les chairs semblaient mêlées, les traits confondus. Peyton écrivit « Ce n'était plus un homme, ni 2, c'était un cauchemar, un être conscient mais prisonnier d'un corps impossible. » Face à cette abomination, même les plus fidèles perdirent la foi. La révolte. Alors, les anciens colons, les assistants, même ceux qui avaient bénéficié des miracles, se retournèrent contre leur maître. Ils tuèrent les survivants trop mutilés pour vivre, par pitié. Ils brûlèrent les carnets, jetèrent les instruments à la mer et ouvrirent des brèches dans la coque de l'anatomiste. 3 jours durant, ils détruisirent tout. Puis ils abandonnèrent le navire au large de Cuba, le laissant sombrer dans les abysses. « Nous avions créé des merveilles, » confessa Peyton, « mais aussi des monstruosités. Nous avons choisi de tout effacer. » L'ultime avertissement. Dans ces dernières lignes, Peyton demanda aux moines de garder le secret jusqu'à ce que l'humanité soit prête. Certaines connaissances, écrivit-il, ne doivent jamais être transmises, car elles exigent des sacrifices trop lourds pour nos âmes. Il mourut le 25 décembre 1718 en murmurant une prière pour les 42 colons, transformés en martyrs d'une science devenue folie. L'héritage. Les documents du monastère, retrouvés 2 siècles plus tard, confirmèrent son récit. Quelques témoignages mentionnent des praticiens mystérieux dans les Caraïbes, capables d'opérations miraculeuses, peut-être d'anciens disciples survivants. Mais peu à peu, toute trace disparut. Et aujourd'hui, il ne reste qu'une légende, celle d'un capitaine pirate qui voulut réécrire les lois de la vie et de la mort, et qui entraîna 42 innocents dans sa chute. Épilogue. Alors, fallait-il effacer ce savoir? Aurions-nous dû accepter la monstruosité pour sauver des millions d'âmes? Ou bien la folie de Thorne prouve-t-elle qu'il existe des limites qu'aucune science ne doit franchir? La réponse, chacun de nous doit la chercher. Mais souvenez-vous, toute découverte a un prix, et parfois, ce prix est trop lourd pour l'humanité.